Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, vous, en tant que co-CEO de Partout, il faut absolument faire ce truc-là, il faut prendre ce virage, il faut que les équipes utilisent fréquemment ces agents? Comment vous l'avez vu un peu en interne? Puis le moment où je voudrais rendre des use cases ouf, je m'y mettrais à fond. Et donc on a lancé ce premier truc. Ensuite, on a dit à quelques personnes, vous êtes responsables de lancer ces sujets IA. Je pense que l'équipe produit, c'est la mieux placée pour créer ce momentum AI à l'intérieur d'une boîte. Parce que par la position de l'équipe produit qui est un peu au centre du business, de la tech et de tous les métiers, en fait, on est capable de distiller un peu ces bonnes pratiques et de s'assurer que tout le monde commence à les utiliser. Moi, je pense aussi que l'AI ne va pas remplacer les interfaces. C'est-à-dire que le chat, c'est une interface très pauvre et qu'il va rester des interfaces parce que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de retoucher une image avec une souris, avec un logiciel de type Figma ou Photoshop que de le faire avec un chat. Et que du coup, ça va rester. Les interfaces vont être beaucoup plus primitives pour pouvoir justement permettre le support de l'AI. C'est un peu l'idée et la philosophie qu'il y a derrière Folk. Dans cette partie, alors, c'est un sujet qui est pas mal évoqué en ce moment parce qu'il est un peu dans l'air du temps. Il y a beaucoup de boîtes qui intègrent de l'IA, soit pour des outils internes, pour améliorer un peu la manière dont les gens bossent en interne et leur productivité, soit pour des fonctionnalités pour leurs clients, où l'IA va avoir un intérêt. Et trop chaud qu'on parle de ça. On avait parlé un petit peu de ça en amont dans la préparation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous faites avec l'IA chez Partout? Et concrètement, ça se manifeste, ça se représente comment, quoi? T'as plein de trucs qu'on fait donc déjà, quand on a vu l'IA qui arrivait, on avait des gens chez Partout qui sont hyper motivés pour prendre les sujets. Et donc, on a fait des formations en interne. On a eu Alexis, qui est mon chief of staff, qui a commencé à appeler plein de startups. Donc, il a appelé les gens qui géraient l'IA chez Miracle, chez Alan, chez Payfit, chez Skello, pour discuter avec eux de comment eux ils essayaient d'utiliser l'IA. Donc il y a plein de trucs qui sont remontés. Il a pris des notes dans chacun de ces échanges, et là il est en train d'en faire un article dans Tribes qu'on va publier dans pas longtemps. Tribes, c'est le média. Tribes, c'est quoi? Donc Tribes, c'est un média qu'on a lancé avec Savinien et Grégory Beck, et qui consiste à partager des retours d'expérience dans des scale-up françaises. Et donc ça s'appelle Follow Tribes, et donc notamment Alexis. .com. Followtribes.io. Ok, que je me gourre pas. Je mettrai le lien dans la description, donc, si je m'en souviens. Et on doit avoir 200 articles sur plein de sujets. Savinien a écrit beaucoup dedans. On a Alexis, puis on a plein d'autres gens de différents. J'ai un ami qui s'appelle Lucas Didier, designer. Et product, et qui est vraiment top, qui écrit plein d'articles, notamment sur comment faire une roadmap, plein de trucs que moi j'ai lu parce que je devais valider et publier des articles. Mais bref, parenthèse sur ça. Donc Alexis a pris plein de sujets. Et ensuite, on a aussi Rodrigue qui est dans l'équipe, qui est côté PM. Ils ont commencé à animer des communautés en interne et prendre des champions dans chaque équipe pour pouvoir avoir des use cases. Et donc, on a développé une fonctionnalité. C'est un dashboard dans lequel tu peux créer tes propres GPTs. Donc, les GPTs, c'est en gros des GPT qui utilisent du RAG, c'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter à d'autres applicatifs. Et tu peux, donc, depuis cette plateforme, tout simplement faire des scripts spécifiques. Donc, par exemple, il y en a un qui est résumer un meeting, où tu mets ton feedback, tu écris n'importe comment, et ça te le structure dans la bonne manière de faire un feedback. T'en as un autre, tu mets ton éval, et ça te le structure dans la même manière de faire une évaluation annuelle. Là, tu décris des agents, c'est des agents spécifiques. En fait, on a créé... Partout, donc, usage Partout. Qui sont connectés à nos bases de données. Par exemple, il y en a un, tu dis quel est le client ou le prospect que tu veux aller chercher, donc tes sales. Tu dis, je veux aller vendre à Carrefour, et je suis face à tel concurrent, qu'est-ce que je peux dire? Et là, ça va dire tous les bons arguments pour ce secteur-là, face à ce concurrent-là, potentiellement les deals qui ont été gagnés contre ce concurrent dans le même secteur, les bons arguments, te donner en gros, te coacher. Et donc ça, c'est un exemple de GPTs qu'on utilise pour coacher les sales. Et c'est hyper puissant, c'est-à-dire que plutôt que de demander de l'avis à ton manager, tu vas pouvoir avoir du coaching dans les GPTs. On en a fait un autre qui est assez cool, qui est connecté à notre base de données marketing. On a écrit, 1500 articles sur tous les sujets, avec des success cases, des vidéos, plein de trucs, des podcasts. Ça vient de votre blog, par exemple? Ouais. Et j'ai un podcast aussi qui s'appelle Marketing Stories, que je fais, où j'interviewe des directeurs marketing et directrices marketing. T'es créateur de ce podcast? Ouais. Ok, tu t'arrêtes jamais? Non, c'est pas moi qui suis créateur, c'est moi qui suis animateur. Animateur, d'accord, du podcast. Donc c'est Sophie Trieux qui est dans les équipes marketing, a lancé le podcast, et moi je fais l'animation. Bref, on a dévié, mais c'est un super sujet. En tout cas, ce que tu disais, c'est qu'il y a des agents sur plein de sujets. Ouais, et celui-là, par exemple, celui-là en marketing, tu dis, je veux un contenu qui me parle de, les avis dans les supermarchés. Tu dis ça,
et il va chercher dans notre base tous les articles, podcasts, vidéos, success case, n'importe quoi, qui répondent à ta demande. Ok. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand tu es sales, ou que tu es ou que tu es marketing manager, ou que tu es même customer success, parfois tu vas envoyer des contenus à ton client. Et ces contenus, tu mets des tonnes de temps à les chercher. Et parfois, il y a un super success case qui est le concurrent qui a fait exactement la même chose et qui l'a publié sur YouTube et qu'on a publié. Et tu as envie de l'envoyer. Mais tu le trouves jamais, tu sais pas qu'il existe. Et donc, en fait, avant d'aller voir un client, tu tapes juste dans ton GPTs ça. Et il y a plein d'autres trucs qu'on a fait Plein autour. de cas sur plein de métiers, quoi. Ouais, et ça marche plutôt bien. Et comment tu vois le truc? C'est-à-dire que il faut quand même passer du temps, tu vois, pour avoir créé ces agents. Bon, c'est pas non plus un temps énorme, mais un petit peu quand même. Il faut aller chercher les bases, il faut connecter l'agent, il faut le concevoir, il faut regarder s'il hallucine pas, il faut regarder si tout est bien et tout. Et après, il faut l'utiliser au quotidien. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, vous, en tant que co-CEO de partout, il faut absolument faire ce truc-là, il faut prendre ce virage, il faut que les équipes utilisent fréquemment ces agents. Tu vois, comment vous l'avez vu un peu en interne? Déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est on a répété 15 fois que c'était le truc le plus important à faire. Ok, convaincu de ça, en fait. C'est une Ouais, conviction. dès le départ. Ok. Alors, ça faisait longtemps que nous on regardait des trucs d'IA avec Thibaut, notamment pour de la reconnaissance de logos, pour trouver des codes, des coordonnées GPS de nos points de vente. En 2017, on avait un data scientist, on a fait aussi de l'analyse sémantique dans nos avis, on a fait pas mal de trucs qu'on avait testés, qui n'avaient pas des résultats dingues à l'époque. Donc on était convaincus que là, il y avait un changement. Et moi, je m'étais dit, le moment... Je n'étais pas convaincu de l'IA à cette période-là. Je me suis dit, le moment où je voudrais vraiment des use cases ouf, je m'y mettrais à fond. Et donc, on a lancé ce premier truc. Ensuite, on a dit à quelques personnes, vous êtes responsables de lancer ces sujets IA. Et après, on a fait des formations en interne. Donc, moi, je me suis amusé à regarder pas mal de formations sur les LM, sur Coursera, formé aussi à des agents, au multi-agent système. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, je pense que j'ai fait une centaine d'heures de vidéos. J'ai lu beaucoup d'articles. On avait fait pas mal d'événements aussi. On fait beaucoup de meet-up chez Partout. On a fait un meet-up sur l'IA avec GenAI. On a fait un autre meet-up avec Lix sur le machine learning dans le milieu médical. Donc à chaque fois, ça apprend plein de trucs. Puis, fort de tous ces enseignements, j'ai fait une grosse presse qui s'appelle l'IA Academy, que j'ai fait à tous les employés de Partout, en 4 heures de webinaire, enfin 4 heures de présentiel dans l'occurrence. J'ai eu peur que tu dises webinaire, parce que 4 heures webinaire, c'est long. Non, 4 formations d'1 heure. Ok, d'accord, c'est pareil. Et donc, ça, on va le rendre au public. Trop bien. Ça s'appelle donc IA Academy. Et en gros, c'est 4 fois 1 heure. Et c'est en gratuit. Là, on a 1300 inscrits pour le premier webinaire. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre tous les concepts clés, de savoir qu'est-ce que c'est un LLM, qu'est-ce que c'est un modèle Transformers, qu'est-ce que c'est l'attention, comment on entraîne un modèle. Les trucs un peu plus techniques, pas directement les applications. Ça, je pense que tout le monde peut... la bonne manière de se mettre à l'IA, c'est de tester. Donc, moi, on utilise pas mal la métaphore de la guitare. Tu as 2 manières d'apprendre à faire la guitare. Soit tu te mets sur la plage et tu fais quelques notes et tu joues. Soit tu apprends le solfège. Et concrètement, c'est important d'apprendre le solfège pour savoir bien faire la guitare. Donc, nous, l'idée, dans ces formations, c'est vraiment de prendre les techniques. C'est-à-dire, en gros, comment on entraîne un modèle, qu'est-ce que les RLHF, plein de concepts qui sont un peu plus techniques, mais on pense que dans les 3 prochaines années, c'est hyper important de comprendre tous ces trucs-là pour progresser et mettre en place de l'IA au sein de Partout. Hyper clair. Donc là, il y a 2 points que tu nous as développés. Le premier, c'était le fait de faire des formations, des webinaires à tous vos clients, votre écosystème, avec un objectif business sans doute. Deuxième, c'est de former les équipes et former aussi les gens. Bon, ça touche un peu le premier, mais c'est quand même assez focalisé sur tes équipes. Ça, c'est plutôt comment on est plus efficace, comment on enregistre des comptes clients et ça fait des résumés dans Salesforce, tous ces trucs-là, et combien on fait de la veille pour que les équipes se disent, en fait, il faut que je m'y mette. Donc, c'est vraiment du change management, de la conduite du changement. Le premier, c'est plus du marketing et de l'éducation client. Le deuxième, c'est vraiment du change management. C'est de l'efficacité, de la productivité et le fait de vouloir changer un petit peu la manière de bosser en interne. Il y a un truc qu'on a poussé beaucoup, c'est on a mis l'IA ne vous remplacera pas, mais les employés qui utilisent l'IA, oui. Ça, c'est le grand proverbe qui passe en... Le truc qu'on a mis, et je pense que c'est une phrase qui est vraiment assez bateau puisqu'elle est répétée, mais assez... elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien et tu dis ça à quelqu'un, et nous, on a des sujets parce que tu as quand même des équipes
sur les équipes care, par exemple, quand on leur dit on va mettre de l'IA sur le support, faut accompagner, il faut leur dire voilà, le but, c'est donc de garder les mêmes effectifs sur le long terme, mais que vous puissiez, qu'on puisse accompagner la croissance des revenus, mais qu'on garde le même nombre de personnes et que les gens puissent être augmentés avec des outils. Et ça, je pense qu'il faut accompagner les gens. Trop bien. Il y a un troisième point que tu voulais évoquer sur l'IA. Désolé, ça dure un peu longtemps. Ah non, c'est pas grave, c'est bien, on a tout là. C'est bien, je suis content. Et la partie 3, c'est le produit. Ouais. Donc en gros, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a développé une réponse aux avis. Donc tu vois, quand tu laisses un avis sur Burger King, sur Leroy Merlin, tu vas taper sur Google Maps, puis tu vas le dire très bon burger. Et là, t'as pas l'air d'y aller souvent. Burger King non, pas trop. Ça se voit. Moi non plus. Ça tombe bien. Mais normalement, t'aurais sorti tac au tac un nom de burger, mais c'est pas venu. Non, je me suis dit CBO, c'est McDo, donc c'est McDo, c'est le seul que je prends. Bref, donc je t'ai coupé, tu disais, donc tu laisses un avis, ouais, tu donc les gens, en fait, l'IA va juste lire ton avis ouais. et proposer une réponse au responsable de magasin. Donc parfois, les avis sont très longs, genre j'ai beaucoup aimé la Toyota, le machin, et donc là, ça va te générer une réponse. Tu mets environ 3 minutes pour répondre à un avis. Un point de vente, sauf que si tu reçois 50 avis par jour, c'est beaucoup de temps. Ouais. Donc nous, on a plus de 400 000 avis qui ont été répondus avec des propositions d'IA. Donc en gros, tu es sur ton portable, tu as une notif qui dit on t'a laissé un avis sur ton établissement, tu l'ouvres, tu le lis, tu génères une réponse, tu relis la réponse, tu modifies si besoin, tu postes. Donc ça, c'est un truc, c'est un quick win, on l'a fait hyper rapidement. On a été les premiers de tout le marché à sortir cette fonctionnalité. Même ça, c'est notre deuxième produit sur les avis. On n'est pas leader mondial, mais on a été, je pense, le premier en Europe à sortir ce truc-là hyper rapidement. Donc on était très contents de faire ça de manière agile. Ensuite, on s'est dit il y a d'autres sujets sur lesquels on veut travailler, notamment avec de l'IA générative textuelle, donc des LLM, qui est la réponse aux messages. Donc toi, on te contacte sur WhatsApp pour dire est-ce que tu es ouvert mardi prochain, tu dis oui. Après, est-ce que je peux prendre un rendez-vous pour un coiffeur, pour une coupe et on va te dire on est dispo à 18h, etc. Et donc on va discuter avec toi. Ça, c'est un chatbot. Et le niveau 1, c'est le chatbot, donc qui répond à tes questions. Et le niveau 2, c'est ce qu'on appelle un agent. Un agent IA est capable de prendre des actions sur d'autres applicatifs. Donc par exemple, tu dis je voudrais me faire livrer un burger, et là l'IA va te répondre pas de problème. Et ce qu'elle a fait en même temps, c'est qu'elle a envoyé un message à l'applicatif du système de commande, ce qu'on appelle un OMS, un Order Management System, qui va lui envoyer le burger pour que tu le reçoives. Donc ça, c'est de la prise de commande, mais ça peut être de la prise de rendez-vous, ça peut être de l'achat de produits, et ça peut être plein d'autres choses. Donc nous, ce qu'on est en train de développer, donc on a déjà développé un chatbot qui s'appelle Jim, qui est live depuis un mois et demi, qui est connecté à toutes nos informations qu'on a dans notre base de données, point de vente, donc, tu peux écrire ta base de connaissances, donc les animaux de compagnie ont le droit de venir, mais en laisse, ce genre de truc. Et si la personne elle dit est-ce que je peux venir avec mon chien, l'IA va répondre. Ça, c'est la partie de chatbot. Et l'étape 2, c'est développer un agent qui là va utiliser ce qu'on appelle du RAG pour soit récupérer des bases de données ailleurs, donc qui ne sont pas dans partout, mais par exemple une base de produits, soit mieux prendre des actions dans d'autres applicatifs. Donc là, par exemple, un truc tout bête qu'on a développé, que vous pouvez tester sur notre WhatsApp, sur notre site, dans le chat, c'est quand vous discutez avec notre IA, si vous êtes un prospect, elle va vous demander votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, le nombre de points de vente que vous avez. Et ensuite, quand elle a tout ça, même si vous écrivez, je sais pas, je m'appelle machin, ou je suis machin, elle va le rentrer dans Salesforce. Donc elle est connectée à notre Salesforce pour récupérer des leads. Et donc en gros, elle va traiter les leads, les mettre dans Salesforce, et les commerciaux, ils n'ont plus qu'à les rappeler pour closer des contrats. Comment vous avez fait ces choix d'implanter l'IA dans vos développements produits sur des sujets business? Est-ce que ça a été un peu, tu as des idées qui vous sont venues, vous deux, les cofondateurs, ou est-ce que vraiment il y a une approche rationnelle de se dire, bon écoutez les gars, la roadmap elle est là, voilà tous les produits qu'on a en live, on peut mettre de l'IA là. Ça fait longtemps qu'on veut le faire. Ça fait longtemps que vous bossez là-dessus. En fait, ça fait longtemps qu'on voulait répondre aux avis de manière automatisée. Et on avait testé il y a 4 ans, et les réponses étaient pas folles, avec des agrégés de mathématiques, sauf que pour développer un modèle... en fait, le sujet, c'est... les fameux chatbots de l'époque qui fonctionnaient pas bien, quoi. Avec des arbres de décision, etc. Donc on s'était dit non, on n'y va pas. Puis à un moment, on s'est dit bon, là, en fait, c'est hyper simple. L'IA a rendu tous ces trucs-là tellement simples. C'est-à-dire que nous, on a une des plus grosses bases d'avis points de vente en Europe. Typiquement, on a tous les avis de plein de concessionnaires. Donc là, j'ai parlé plutôt d'applications d'IA générative, ce qui a été les plus simples pour nous au départ, puisqu'on se disait, tu vas écrire du texte et ça prend du temps, mais tu peux aussi avoir des applications qui sont plutôt de le machine learning, qui vont être capables de te faire, sur la base de 50 000, 200 000 avis qui parlent de Toyota, de te faire du clustering,
Donc le clustering, c'est avec un modèle de machine learning, c'est de créer des clusters, c'est-à-dire des groupes d'avis qui sont similaires. Donc par exemple, un groupe d'avis qui dit qui parle de téléphone, donc est-ce que le point de vente répond au téléphone, un autre qui parle de livraison et un autre qui parle de la caisse. Et donc ça va te créer 3 clusters. Ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle du sentiment analysis, c'est-à-dire dire est-ce que ces avis sont positifs ou négatifs. Et ensuite, tu vas pouvoir savoir les pour et les contre, et même dire à ChatGPT ou à n'importe quel LLM, fais-moi un plan d'action par rapport à ces avis. Donc ça, c'est un truc qu'on a regardé et que les autres acteurs du marché regardent aussi, mais c'est plutôt sur du machine learning. Et tu peux imaginer la même chose pour analyser tes messages. Tu peux aussi imaginer quand tu fais des posts sur les réseaux sociaux, tu vois, je te prends en photo, et ça va, je peux avoir de l'édition. Si j'appuie sur un bouton, au lieu qu'il fasse gris, il fait bleu. Et pour les points de vente qui prennent en photo leur burger, peut-être qu'ils peuvent avoir un petit truc. Ça, c'est ce que fait Miro. Je ne sais pas si Oui, bien sûr. ils sont repositionnés sur l'édition d'images. Donc en fait, ce qui est fou, c'est plus le nombre de choses qu'on pourrait mettre en place dans les 3 prochaines années avec l'IA dedans partout. Parce qu'on a pas mal de produits et qu'il y a 1000 use cases et 1000 manières d'approcher chaque sujet. Donc là, des idées sur comment on pourrait mettre de l'IA dans partout et comment on le fait déjà, on en a. C'est pas ce qui manque. Non, on a trop. Mais les choses que vous avez exécutées, c'est des choses qui étaient depuis longtemps dans vos têtes où il y avait un peu une frustration, où vous disiez il va falloir qu'on y aille. Ouais. En fait, vous avez priorisé plutôt sur ça parce que vous connaissiez bien les use cases et que vous saviez qu'il y avait une appétence très forte. Et j'imagine que vous avez quand même corrélé ça au fait qu'il fallait pas non plus que ça prenne trop de temps à déployer, quoi. Ouais. En gros, on a fait un quick win très simple qui est l'IA dans les réponses aux avis, qui a été le truc le plus simple. Ensuite, on a fait un truc plus compliqué avec du RAG et avec des trucs un peu plus techniques dans les messages. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est l'analyse d'avis, potentiellement plein d'autres trucs, la recommandation sur la base d'avis. Mais tu pourrais imaginer beaucoup plus de choses. Et pour finir là-dessus, il y a plusieurs équipes de grosses startups / scale-up en France, sans doute aux US, mais je connais moins, qui ont commencé à créer des rôles de spécialistes, tu vois, d'IA. Ouais. Ils s'appellent un peu tous différemment. Chez Penny Lane, par exemple, c'est un product builder. Donc, ils ont quelqu'un, je crois que c'est 2 personnes maintenant, qui poncent un peu les sujets d'IA et qui font partie souvent de l'équipe produit. Tu veux dire pour le point 2, c'est-à-dire change management pour apporter de l'IA dans les équipes? Ça, ou juste réfléchir, tu vois, faire de la recherche d'opportunités, plutôt effectivement pour créer des briques dans le produit basé sur l'IA ou pour améliorer des fonctionnalités existantes et amener de l'IA pour apporter de la valeur au client. Est-ce que vous, c'est un truc que vous avez fait, c'est-à-dire définir un rôle? Pour l'instant, non, ça se fait. Non, en fait, ça, c'est un point peut-être. C'est que le but, c'est de j'ai l'impression c'est partir des cas et ensuite voir si l'IA s'applique. Donc, en gros, nous, on dit juste on a ce problème à l'interne. Donc, je sais pas, par exemple, le CRM n'est pas rempli après les rendez-vous. Ouais. Tu vois, c'est un truc tout con. Ça, c'est un problème qu'on a, nous, en interne. Et il se trouve qu'il y a des solutions sur le marché qui enregistrent et ils font des transcripts. Ensuite, tu as tout ton transcript et tu dis au LLM, mets-moi ces blocs-là en me disant le point numéro 1, tu me dis quels sont les KPI qui sont importants pour lui. Le point numéro 2, c'est toutes les personnes qu'il a évoquées dans la prise de décision. Le point numéro 3, donc tu le restructures. Donc on part toujours du problème pour développer des applications avec l'IA. On ne se dit pas, on veut mettre de l'IA pour répondre à certains problèmes. Les 2 démarches sont faisables. Il y a des boîtes qui vont sur cette démarche-là. Peut-être parce que je suis pas sûr que ce soit très... Ça dépend de l'ancienneté de la boîte, je pense aussi. Tu sais. Quand vous avez 10 ans, donc mine de rien, il y a des choses que vous avez éprouvées, des usages que vous connaissez bien, et peut-être que vous partez de ça parce qu'il y a déjà un backlog énorme d'idées et de frustrations sur votre produit. Mais quand une boîte vient de se créer, elle arrive pile là en ce moment, tu vois, en 2022-2023, où les LLM commencent à être vraiment connus, où il y a une espèce de, tu vois, tout le monde veut en utiliser. Peut-être que dès le début, tu vas y mettre quelqu'un pour réfléchir un peu à la suite parce qu'ils n'ont pas poncé tous les usages. C'est une supposition. Je sais pas trop. En tout cas, c'est intéressant de voir comment vous faites vous. Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un produit, on se dit est-ce que la réponse, elle pourrait pas être avec de l'AI Okay. Et après, si ça marche, oui, il faut voir l'application. Mais c'est vrai que on pousse plutôt la formation et ensuite on espère que les gens, comme ils sont sensibilisés, quand ils auront des problèmes, ils se diront en fait, pourquoi je le fais pas comme ça, quoi. Ça, c'est intéressant. Donc nous, ce qui est descendant, c'est plutôt la formation. Et ensuite, ce qu'on attend des gens, c'est qu'ils remontent des problèmes en disant ouais, ça m'intéresse de bosser sur ça. Et en fait, il y a beaucoup. Je trouve que le fait d'avoir une boîte qui est assez dynamique, d'avoir une start-up principalement, il y a quand même plein de gens qui sont hyper chauds pour faire des trucs. Et par exemple, ils ont créé une channel Slack de business intelligence en anglais, qui est de veille en fait. Et dedans, ils postent toutes les nouveautés qu'il y a sur l'IA. Et ils font plein de trucs autour pour un peu créer de l'émulation dans la boîte. Très bien. Donc ça vient aussi des gens eux-mêmes.
Yes. Comment tu aborderais ce sujet d'intégration de l'IA dans un produit ? C'est quoi les grandes parties que tu aurais en tête ? L'intégration de l'IA dans un produit, souvent elle va passer déjà par ta capacité à convaincre ton board, ton CEO et ou tes équipes. Il y a encore beaucoup de réticences, des personnes qui pensent que ça peut être temporaire. Il y a effectivement des biais, il y a des aspects qui peuvent être des contraintes comme le coût, comme la qualité de ce qui est généré. On a eu un moment les hallucinations qui faisaient peur à tout le monde, qui aujourd'hui sont complètement marginales et de côté depuis les apparitions des derniers modèles. Donc je pense que la base du travail est déjà de réussir à convaincre ce board de l'impact et du potentiel de cette technologie et de pourquoi on a besoin de repenser le produit qu'on a créé pour nos utilisateurs, qui résout un ou plusieurs de leurs problèmes, sous un nouveau prisme. Quelle solution on va pouvoir apporter qui va faire un changement de paradigme et qui va apporter de l'impact à ses utilisateurs. Comment tu fais si t'es PM, junior, senior, en gros t'as un rôle plutôt très opérationnel, ou pas PM, enfin n'importe quoi, dev ou autre, et que t'as vraiment envie de pousser ça en interne, qu'est-ce que tu recommandes ? Est-ce qu'il y a des liens que tu recommandes de pousser à ton CEO, à ton co-founder ? Est-ce qu'il y a une démarche en particulier que t'as en tête ? Il y a plusieurs choses et plusieurs actions moi, que je conseille souvent avec Moza aux différentes équipes avec qui on peut parler et qu'on peut former. La première, ça va être d'utiliser, de mettre les mains dans le cambouis, ça c'est sûr, et c'est d'apprendre à prompter. Il y a des tonnes de ressources aujourd'hui qui existent sur le prompt engineering, c'est la façon d'interagir avec cette technologie. Donc c'est déjà d'apprendre, de comprendre les frameworks qui permettent de bien interagir avec cet outil, parce que comme tous les sujets de data, c'est garbage in, garbage out. Si tu parles mal à la machine, si tu interagis de la mauvaise façon, tu auras des résultats qui seront décevants. Et donc, à partir du moment où tu auras des résultats décevants, tu risques d'abandonner. Donc, il faut comprendre qu'il y a quand même un vrai sujet sur le prompt engineering. Donc, c'est déjà se trouver des cas d'usage, s'entraîner, essayer, pour aller ensuite démontrer à ton head of product, à ton CPO, que tu peux faire quelque chose. La deuxième chose, c'est, je pense pour un head of, quelqu'un qui est un peu plus senior, il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qui montrent que la GenAI a eu des impacts extrêmement positifs pour des boîtes. Je pense aux news qu'ont pu avoir Klarna, qui est une boîte suédoise. C'est suédois, c'est suédois. Qui avait annoncé sur le customer support, qui est le domaine le premier impacté par l'LM, qui avait annoncé une réduction assez drastique de ses effectifs en customer support et ou une réorientation de ses équipes sur d'autres tâches avec un niveau de qualité plus haut grâce à l'intégration et l'automatisation de chatbots pour le customer support. Et donc c'est rassembler en fait ces use cases qui ont montré un impact extrêmement positif pour aller aussi justifier l'investissement et le fait de tester des choses en interne et d'avoir une petite task force qui va aller travailler sur ce sujet. Donc c'est de rassembler en fait peut-être des cas, des use cases, des cas d'études similaires ou comparables à la boîte dans laquelle vous bossez, pour argumenter qu'en fait il y a des choses à faire dans votre secteur, sur votre produit, dans votre boîte, quoi. Exactement. Okay. Et on est encore un peu loin et il faut aller les chercher, ces cas d'usage. Ça c'est un travail aussi que j'essaye de faire avec Moza, qu'on essaye de partager régulièrement dans notre newsletter Moza Bytes. Mais ces cas d'usage, ils existent de plus en plus. Et il y a heureusement, il y a des CPO, des Head of Product qui ont pris le pli assez rapidement et qui sont allés tout de suite créer des proof of concept, des premières versions qui ont eu des impacts positifs. Donc je pense que c'est sur ça qu'il faut absolument pousser le board et les CEO. Et puis, moi, c'est ce que j'aimais faire aussi chez Stuart, c'est travailler aussi avec des rapports qui ont pu être faits par le BCG, McKinsey, les gros cabinets de consulting qui font un très bon boulot aussi sur les technologies et sur la prospection et sur se projeter sur les usages. Et tous vont dans la même direction. Il va y avoir une réduction, un impact monumental en termes de valeur créée par tout cet univers de la GenAI. Et ça, je sais qu'en général, ça résonne assez bien avec des CEO qui aiment bien aussi dérisquer, et c'est normal. Et donc, notre rôle en tant que CPO, Head of Product, c'est d'apporter ces éléments pour dérisquer. Okay. Donc, premier point, c'est convaincre les gens en interne d'utiliser l'IA dans son produit. Qu'est-ce que tu vois comme autre point pour intégrer l'IA dans un produit ?
Je pense que pour intégrer l'IA dans un produit, c'est important aussi de se dédier un moment où on va aller explorer des cas d'usage. Je sais que la création d'un petit hackathon en interne où tu vas aller tester, tu vas donner un peu de liberté aux équipes pour essayer, jouer avec les API et essayer de démontrer des petites fonctionnalités qui vont avoir dans l'impact, ça marche extrêmement bien. Ça va motiver tout le monde. On a toujours 1 ou 2 champions AI dans la boîte qui sont là aussi pour être les moteurs, pour éduquer, pour aider. Donc autant les utiliser pour organiser ce hackathon et pour montrer par l'exemple et pour donner le goût aussi de cette technologie à tout le monde. C'est valable sur toutes les conduites du changement en fait. Dès que tu veux introduire des nouvelles pratiques, dès que tu veux introduire des nouvelles technologies, il faut le faire par le test. C'est test and learn. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit s'appliquer à nous-mêmes, à la fois dans nos façons de travailler, mais à la fois dans la façon dont les équipes vont commencer à l'appréhender. Donc c'est ça sur une journée, 2 jours, une semaine? C'est quoi un hackathon pour toi? Je pense que ça va dépendre un peu aussi de ta capacité à débloquer du temps de tes équipes. Si tu veux avoir vraiment des résultats, une journée, c'est trop court, je pense. À mon avis, il faut être sur 3 à 5 jours, un design sprint, et tu peux vraiment avoir des choses hyper intéressantes. C'est tellement puissant, simple à mettre en œuvre, en fait, que très vite, tu as des résultats qui sont assez bluffants. Après, pour faire le gap supplémentaire et les 20% des 80-20, ça demande un peu plus de temps. Mais en tout cas, en une semaine, je suis persuadé que tu peux avoir des résultats bluffants pour une équipe. Mais il faut passer par l'étape 1 qui est de convaincre son board quand même de pouvoir investir du temps là-dessus, parce que je pense qu'aucun cofondateur entrepreneur n'accepterait que son équipe passe 3 jours, 4 jours s'il n'est pas convaincu par le potentiel de la techno, quoi. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je reviens à ça sur le premier point, c'est CPO, Head of Product. Voilà. Éduquez-vous, regardez ce qui se passe autour et aidez votre board à prendre la décision. Je pense que l'équipe produit, c'est la mieux placée pour créer ce momentum AI à l'intérieur d'une boîte. Parce que par la position de l'équipe produit qui est un peu au centre du business, de la tech et de tous les métiers, en fait, on est capable de distiller un peu ces bonnes pratiques et de s'assurer que tout le monde commence à les utiliser. Un des tips aussi qui est relativement simple, c'est de mettre en place des outils AI transverses du type Dust, qui est une boîte française. T'en as d'autres en tête que Dust? Je dirais Claude ou ChatGPT, Dust, peut-être du Midjourney aussi pour tester le text to image. Mais ces outils transverses, même Notion AI, puisqu'aujourd'hui tout le monde utilise Notion, donnez accès à ces outils à vos équipes, utilisez-les, partagez des bonnes pratiques, ça c'est important aussi, c'est d'avoir vraiment ce rôle d'évangélisation en interne, en tant qu'équipe produit, pour être sûr que tout le monde comprenne et ait un sens, sente le potentiel de ces outils. Est-ce qu'il y a une base quelque part qui existe, toi qui connais bien ces sujets de Gen AI, qui existe avec, je sais pas, qui compilerait plein de use cases, produits ou tech, d'utilisation de l'IA? Hormis juste du prompting, tu vois, sur de la discovery, etc., comme on a pu voir et que moi j'ai pu faire aussi dans des newsletters. Je sais pas, c'est une idée que j'ai en live en fait. Une base où il y aurait des use cases de, je sais pas, de customer support ou des comme Klarna, ou des use cases sur des trucs beaucoup plus product. Je sais pas si ça existe. En public, je l'ai pas trouvé. Faudrait qu'on fasse. C'est assez fragmenté. Non, mais c'est évidemment des choses moi que je réunis et qu'on réunit avec Moza en interne parce qu'on est amené à les réutiliser de manière régulière. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas de manière publique. Il y a Perplexity. C'est incroyable ce truc. Moi, j'utilise depuis 3 semaines là. C'est le meilleur outil oh la vache, en c'est dehors impressionnant. de Claude. C'est très impressionnant. Juste pour expliquer rapidement, c'est une espèce de Google powered by AI. Donc c'est presque le nouveau Google. Qui est extrêmement pertinent et donc qui va aller faire des recherches web et qui va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Et donc c'est vraiment la thèse de démarrage de toutes les sources, c'est ça qui est génial en fait. C'est que tu vas avoir une réponse qui est beaucoup plus, je dirais, réduite et moins pipotée que ChatGPT. Même si en promptant ChatGPT, tu peux avoir quelque chose de très exhaustif, mais par nature, il pipote beaucoup. Là, tu as quelque chose qui est super structuré, quasi en bullet point, avec les sources, super bien ciblées. Putain, moi j'ai pris une claque. Franchement, dès que je fais une recherche un peu costaud, un truc vraiment, tu vois, tech ou pas tech, qui demande de la précision, qui demande des sources,
c'est super bien, quoi. C'est mortel, vraiment. sûrement l'outil AI que j'utilise le plus avec Claude et ChatGPT. On des anciens d'OpenAI, je crois, qui ont monté ça aussi, de mémoire. Je ne sais plus. Dans l'équipe cofondatrice, j'avais regardé un peu Sûrement. les CV. Ils viennent tous de là. Ok. Et juste pour dire, pour finir sur Perplexity, en fait, ils ont créé une page qui est AI for Product Managers. Et c'est une collection de research qui a été faite sur Perplexity, qu'ils ont compilé en une seule page qui est vraiment dédiée au product manager avec des exemples de framework, des questions sur des KPI, des questions sur la delivery. Donc c'est intéressant, je vous invite à la regarder. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Si tu peux me la livrer, je la communiquerai. Exactement. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas d'idée de... Ok, bon, c'est déjà pas mal, donc avec toutes ces idées. Donc on revient sur notre petit thème là, d'intégration de l'IA dans un produit. Convaincre le board. Mener des initiatives pour embarquer les équipes type hackathon, peu importe comment on les appelle, réparties sur plusieurs jours si besoin. En fonction de la taille de boîte, j'imagine aussi que ça peut être beaucoup plus long, ou alors se répartir dans le temps comme on ferait, je sais pas, une revue de vision, une revue de roadmap. Qu'est-ce que tu vois d'autre quelles sont les bonnes pratiques autres que tu aurais en tête pour intégrer l'IA dans un produit? Peut-être aussi, tu vois, dans le métier de produit ou de tech ou d'entrepreneur, est-ce qu'il y a une manière de le faire, de faire du produit un peu différente quand on utilise l'IA? Il y a évidemment une façon différente de faire du produit quand on utilise de l'IA. Ce qui est important, c'est de repenser et de repartir du début et de son cadre stratégique. Il y a une interview passionnante d'un des cofondateurs de Intercom qui explique qu'ils venaient faire tout leur effort de stratégie à 36 mois, je crois, sur ce qu'ils allaient faire avec Intercom. Et ChatGPT sort, et en fait, ils se disent on va tout jeter à la poubelle. On jette tout et on recommence. Et je pense que c'est un mindset qu'on doit avoir, c'est se redire, est-ce que ma strat, aujourd'hui, elle a du sens avec l'arrivée de ces nouvelles briques et avec les progrès que sont en train de faire ces briques. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement perturbant dans la façon de faire du product. C'est que pour la première fois, et c'est Olivier Godement de OpenAI qui nous disait ça la dernière fois, pour la première fois, il faut réfléchir à l'intégration d'un outil en se disant, ce blocage que j'ai aujourd'hui, cette chose que je ne peux pas faire, dans 6 mois, il y a de grandes chances qu'elle ne soit plus vraie. Il faut se projeter toujours dans le futur quand tu construis ta strat, ta roadmap, quoi. Et exactement. Et on parle de 6 mois, parce qu'effectivement, tous les 6 mois, on a quand même des sauts assez importants en termes de capacité. Et donc ça, c'est un vrai changement de paradigme, là où on avait quelque chose qui était extrêmement... connu et un cadre très clair pour les PM, pour les développeurs, sur les capacités qu'on a. Là, en fait, on travaille dans un cadre incertain qui est sans cesse en train de bouger. Ce qui est passionnant, ce qui est peu rassurant pour plein de personnes, ce qui est déstabilisant, mais qui est une nouvelle façon aussi d'aborder notre métier. Et ça demande, et ça, on revient à ce qu'on se disait au démarrage, ça demande de l'utiliser en permanence et de ne pas lâcher. Le rythme est tel sur les changements et sur les capacités que si on lâche, on ne se rend pas compte de ce qu'on serait capable de faire et de ce qu'on pourrait unlock avec les nouvelles capacités qui sortent. Qu'est-ce que tu recommandes dans la planification? Donc on revient sur vision, strat, roadmap, peu importe le rythme auquel les entreprises, enfin les startups qui nous écoutent, ou scale-up ou grand groupe ou autres, font cette planif, elle est variable. Qu'est-ce que tu recommandes en fait pour ne pas omettre d'apporter, d'injecter de l'IA ou des idées basées sur IA là-dedans? Parce que c'est vachement dur de se projeter, de se dire on va faire, je sais pas, une roadmap à 6 mois. Est-ce qu'elle va bouger ou pas? Pour toi, c'est quoi? C'est la consommation quotidienne de ressources ou l'utilisation quotidienne de ces technos qui te permettent de débattre en fait lors de la planification, c'est ça? Je pense que oui. Je pense que c'est l'utilisation quotidienne, c'est de sentir la technologie, c'est de voir où est-ce que ça s'arrête, c'est toujours cette relation entre le PM et son lead engineer avec qui il travaille, qui doivent être omnubilés aussi, ou en tout cas, il doit être concentré sur ce qui est en train de se passer pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour avoir le bon cadre d'analyse. Et je voudrais revenir à ce sujet de stratégie parce que je pense que en dehors du fait qu'on doit travailler dans des sables mouvants et sur une technologie qui est tout le temps en train de changer, il faut aussi repenser un peu les avantages, nos protections, les fameux moats qu'on essaye tous de construire pour protéger notre business. Je pense profondément qu'aujourd'hui, le tech moat alors il ne va pas être mort, ce serait trop fort, mais il est vraiment profondément en train de s'éroder. Pendant des années, on se disait, j'ai mis du temps à construire mon produit,
La tech, c'est compliqué à faire. Il faut une armée de back-end et de front-end et de sysops. C'est plus vrai aujourd'hui. N'importe qui peut prototyper extrêmement vite et même commencer à faire des applis, shipper des applis en quelques jours tout seul. Il y a des tonnes d'exemples aujourd'hui sur Twitter comme ça de solopreneurs qui sont en train de créer leurs petits produits en quelques minutes et ça va ne faire que se développer. C'est sûrement le field, le développement où l'AI a le plus d'impact et permet d'accélérer le plus les choses. Donc ce tech moat, en fait, qui était quand même un moyen défensif pour beaucoup de personnes de se dire ma technologie, ils peuvent se lever tôt pour essayer de la refaire, elle est plus valable. Et je pense qu'en revanche, il faut se repencher sur le data moat et comment en fait la data qu'on a cumulée, cette data unique propriétaire qui est la nôtre, va nous permettre de créer une expérience qui est unique pour l'utilisateur et que personne d'autre ne sera capable de créer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les modèles sont entraînés avec Internet dans son intégralité, avec l'Internet visible. Sauf qu'il y a beaucoup de data qui n'est pas accessible aujourd'hui au LLM pour s'entraîner. Et toute cette data que vous possédez, que les entreprises possèdent En interne. Elle a une valeur inestimable dans la capacité à fine-tuner, donc d'adapter à son propre use case, à ses propres besoins, l'usage des LLM, et donc à avoir des résultats qui sont uniques, basés sur l'apprentissage qu'on pourrait faire, basé sur la data qu'on a. Donc ça, je pense qu'on l'avait déjà compris que la data était vraiment quelque chose de central aujourd'hui pour les boîtes. Mais je pense que plus que jamais, avec une technologie LLM qui nivelle un peu tout le monde sur les capacités technologiques, la data représente sûrement l'asset principal que tout le monde peut avoir et permet de repenser un peu cette secret sauce et qu'est-ce qu'on va créer qui nous différencie des autres. Est-ce que sur le choix de la techno, si on parle opérationnel, donc maintenant qu'on a parlé un peu de comment on introduit dans les roadmaps, etc., est-ce qu'il y a des critères de choix de techno que tu suis ou est-ce que c'est encore trop tôt parce qu'il y a plein de choses qui évoluent tout le temps ? Comment tu le vois un peu toi, soit avec Moza, soit par exemple avec Romy, tu as forcément fait un choix à un moment. C'est une super question. Comment tu l'envisages ? On commence à avoir un framework sur lequel on travaille pas mal pour essayer d'évaluer quel est le bon modèle à utiliser au bon moment. Et il y a pas mal de critères qu'il faut regarder. Le premier étant évidemment la qualité de l'output qu'on va pouvoir sortir du LLM. Est-ce qu'on arrive à avoir ce qu'on voudrait ? Il y a un critère qu'on appelle la steerability. C'est est-ce que je suis capable en fait de forcer mon modèle à me sortir la data sous un format très spécifique, du JSON, un format d'un fichier avec tel champ qui vont être remplis. Et certains modèles sont très bons, d'autres sont moins bons sur ce sujet-là. Il y a évidemment le coût. Le coût, c'est un critère extrêmement important. Aujourd'hui, on a tendance à l'oublier en se jetant un peu corps et âme, en se disant on va tester. Et puis le jour où on doit passer at scale, quand on a des millions d'utilisateurs et on veut faire des millions de requêtes comme Figma UI ou comme toutes les boîtes qui ont pu l'intégrer, comme Notion, dans leurs produits, se pose vraiment la question du coût parce que ça peut monter très très vite dans les tours et on a des facteurs différenciants de coût qui peuvent être de l'ordre de x10 entre un modèle et un autre. Donc ça, c'est extrêmement important de regarder ça et d'avoir conscience de ce critère dans la prise de décision. Il y a la capacité à fine-tuner. Est-ce que je vais pouvoir justement, en revenant à ce qu'on disait avant sur la data, est-ce que je vais pouvoir m'approprier, customiser ce modèle pour que j'en ai des résultats qui sont vraiment les miens, basés sur mon expérience et avec mon tone of voice, avec le type de data que je veux et avec la qualité qui est encore un cran supérieur de ce que je pourrais avoir sans le faire. Tous les modèles ne permettent pas de le faire aujourd'hui, donc il faut bien choisir aussi son modèle sur ça. Et puis il y a la latency. En combien de temps le modèle va me répondre ? On a des cas d'usage où on a besoin d'avoir une réponse extrêmement vite parce que sinon on va créer une expérience horrible pour l'utilisateur. Et puis on a d'autres cas d'usage de classification, d'analyse, de synthèse, où là on peut se permettre d'attendre 24 heures, c'est pas grave. Mais là, encore une fois, c'est un critère à prendre en compte lorsqu'on va choisir son modèle. Ça varie beaucoup les vitesses entre les modèles ? Je me rends pas compte, j'ai l'impression que tout est rapide maintenant. On a des grosses différences. Par exemple, c'est assez intéressant, il y a une boîte qui s'appelle Grok qui permet de faire tourner des modèles comme un Llama de Meta à une vitesse qui est peut-être 10 fois plus rapide ou voire 25 fois plus rapide, je crois, que si on l'utilise sur un autre type de technologie.
En fait, ça va être hyper important dans un monde où on va de plus en plus vers le speech-to-speech, donc le fait d'interagir avec la machine uniquement par la voix, qui est une tendance claire, et merci d'en avoir parlé, ça me permet d'aller dans cette direction, qui est une tendance hyper importante des portes et des possibles que vient d'ouvrir LLM. On a tous vu la démo de GPT-4o où il parle avec GPT-4o qui prend des intonations géniales, même si c'est pas Scarlett Johansson, où ils peuvent l'interrompre en cours de discussion. En fait, c'est bluffant parce qu'on arrive à quelque chose qui est extrêmement réaliste. On a tous utilisé Siri et en fait, on a trouvé ça nul. Ouais. On a tous eu un Alexa qui traînait quelque part et c'est pareil, un truc pas naturel qui fonctionne pas. Pour avoir mis les mains sur GPT-4o, sur cette version speech-to-speech, c'est bluffant. Et d'ailleurs, j'utilise moi-même l'application desktop de GPT en lui parlant tous les jours de manière extrêmement fluide. Et je pense que ça change vraiment le paradigme. On a des humans, des rabbits qui sont un peu engouffrés là-dedans. C'était sans doute trop tôt, mais je pense que c'est le sens de l'histoire et qu'on va aller vers ce... pas d'interface, c'est la nouvelle interface. Et que tous ces modèles sont en train de nous donner cette capacité parce qu'on est capable d'interagir de manière naturelle. Et ça change tout en fait. Si on n'a plus besoin d'apprendre à utiliser une souris, un tracker, à utiliser nos doigts comme on le fait aujourd'hui avec un iPad ou un iPhone, mais qu'on revient à la voix qui est notre mode d'expression depuis des milliers d'années, il y a quelque chose de complètement différent qui s'instaure entre toi et la machine. Et donc la latence, elle est hyper importante dans ce cas-là. Tu n'as pas envie d'attendre 3 secondes avant que la personne te réponde en face de toi, ou tu n'as pas envie d'attendre 3 secondes pour qu'elle comprenne ce que tu es en train de dire. Donc tu as pris 6 secondes avant d'avoir ta réponse. Là, c'est pas naturel. Et donc cette latence, elle est vraiment clé pour ce genre d'usage, mais aussi, par exemple, pour Figma UI. On a... qui vient de sortir récemment, tu as envie que ton UI elle arrive le plus vite possible et de ne pas attendre 10, 15, 30 secondes. Donc c'est un critère effectivement qui est super important. Donc l'AI, vous avez une verticale chez Exa sur ce sujet. Ouais. J'imagine que toi, tu t'y intéresses de près. J'ai entendu dire, je sais plus où, qu'il y a eu un peu un effet waouh quand ces technos ont commencé à être démocratisés, même si ça fait déjà longtemps que les agents existent. Quels usages tu vois, toi, ou quels usages t'intéressent de l'AI sur peut-être les produits que vous voulez lancer ou ce qui t'intéresse de manière plus large? Alors pour moi, personne n'a vu arriver l'AI. Hein. C'est arrivé en septembre 2022, je crois, la sortie de ChatGPT. Ça se frétillait depuis 6 mois, mais tous les gens qui travaillaient dans les labos d'AI depuis 10 ans, il y avait une petite équipe qui travaillait sur les LLM, qui était l'équipe qu'on regardait pas vraiment, etc. Et il s'avère qu'on a passé un cap, qu'on a passé une masse critique au niveau du traitement CPU, de la capacité à appliquer les algorithmes de LLM sur des grosses bases de données, des grosses masses de données, qui a fait que les gens ont été sur le cul. C'est-à-dire qu'il y a pour moi aucune comparaison entre ce qu'il y avait entre ChatGPT 1 et ChatGPT 3. Ça a été le jour et la nuit. Donc, en fait, tout le monde a été surpris. Et moi, effectivement, ça a été une claque. C'est-à-dire que la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, qui était encore pas vraiment au niveau à l'époque, j'ai été hyper impressionné. C'est la plus belle chose, la chose la plus surprenante au niveau technologique que j'ai jamais vue. Et j'en reste là. Et je pense que du coup, ça va changer la donne de manière extrême sur beaucoup de choses dans le monde de manière générale. Et sur le produit et le développement software en particulier. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie de comprendre quels sont les invariants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut développer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au tout départ, on s'est lancé à développer des choses et on a vu qu'au bout de 3 mois, c'était déjà périmé parce que la nouvelle version de ChatGPT permettait de faire ce qu'on avait imaginé. On avait lancé, j'ai même acheté un nom de domaine qui s'appelait report.io. Okay. L'idée, c'était de pouvoir récupérer un CSV, de pouvoir l'analyser, un CSV, de la data, et de pouvoir t'analyser ta data. Aujourd'hui, c'est natif, tu uploads un CSV dans ChatGPT. Il te sort des graphiques. Et il te sort ton graphique, il peut t'exploiter ta data, te dire ce que tu dois remarquer particulièrement cette data, etc. Donc, on a vu qu'il fallait pas approcher les choses comme ça. Il faut réfléchir aux invariants. Qu'est-ce qui va se passer quel que soit le succès et le développement de ChatGPT, de Meta, de Google, sans faire de paris sur l'une ou l'autre des technos, sur la manière dont elles vont
dont elles vont évoluer, qu'est-ce qui va subsister et qu'est-ce qui va exister comme software. Donc là, on regarde pas mal sur les softwares d'orchestration qui, quoi que ce soit, quelle que soit la manière dont l'AI va évoluer, vont toujours exister. Moi, je pense aussi que l'AI ne va pas remplacer les interfaces. C'est-à-dire que le chat GPT, le chat, c'est une interface très pauvre et que il va exister des interfaces, il va rester des interfaces parce que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de retoucher une image avec une souris, avec un logiciel de type Figma ou Photoshop que de le faire avec un chat, et que du coup ça va rester. Mais les interfaces vont être beaucoup plus primitives pour pouvoir justement permettre le support de l'AI. C'est un peu l'idée et la philosophie qu'il y a derrière Folk. L'idée, c'est de créer un CRM avec des objets très primitifs, de manière à pouvoir introduire très simplement une couche d'AI, ce qui est aujourd'hui très compliqué sur un logiciel comme Salesforce. Et d'ailleurs, ils ont pris cher en bourse parce qu'ils vont avoir du mal, vu la complexité et l'énormité du produit, d'arriver à intégrer l'AI de manière intelligente. Quand tu as un logiciel avec une interface très simple, un modèle d'objet très facile à manier, à manipuler, c'est beaucoup plus simple pour introduire des AI. C'est un peu la réflexion qu'on a depuis déjà quelques temps sur Folk. Après, et j'aime bien, c'est que le fait d'avoir un AI, ça ne va pas remplacer les interfaces, et j'aime bien cette petite métaphore, petite comparaison. On a beau avoir créé une AI incroyable pour permettre à une voiture de se mouvoir d'un point A à un point B de manière autonome, ça remplacera pas la voiture, ça remplacera pas l'interface. Il faudra tout le temps la mettre dans une voiture. Donc vous pouvez inventer les AI que vous voulez. À la fin, les interfaces vont subsister. Donc c'est cette réflexion-là. Donc orchestration et cette philosophie de l'AI ne va pas remplacer les interfaces, qui est un peu notre point de vue, notre fil directeur. Après, moi, c'est marrant parce que ça fait 6 mois que je dis ça, même un peu plus longtemps. Je pense qu'il va y avoir un changement total sur la manière dont on interagit avec les gens dans le monde entier. Et c'est en train d'arriver. Alors maintenant, il y a encore 6 mois, 1 an, quand j'en parlais, c'était un peu surréaliste. Maintenant, c'est assez évident. C'est qu'on va tous pouvoir parler nativement et faire des zooms avec des gens de tous les pays du monde. Incroyable. En parlant tous notre langue native. Pour ça, il faut du speech to text, il faut de la transcription instantanée. C'est déjà le cas dans sur Google Meet ou dans Zoom. Et il faut de la traduction en temps réel. Ça fonctionne aussi déjà sur Google Meet. Je crois qu'ils l'ont mis en place pour tout le monde il y a quelques semaines déjà. Tu peux dire qu'au lieu de transcrire, ils traduisent, en fait. Et il va falloir faire en sorte que on ait du text to speech, c'est-à-dire que quand tu me parles français, ta voix ressorte comme si tu parlais anglais, donc le mouvement de tes lèvres, etc., pour pas que c'est l'air d'être complètement surréaliste. Mais moi, je pense que c'est une affaire de quelques mois, et que d'ici septembre, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, les gens, tu vas faire un zoom avec un Chinois, et lui parlera en chinois, toi tu parleras dans ta langue native, qui est le français, et on va tous se comprendre. Et ça va être génial, parce que je pense ce qui est hyper important, c'est de pouvoir bien exprimer ses idées, et on exprime bien ses idées dans sa langue natale, et du coup ça va augmenter de manière générale la compréhension et l'intelligibilité du transfert des idées, d'une part, et d'autre part, ça va permettre de conserver des langues. Pour moi, une langue, c'est rattaché à une culture, et le tout anglais faisait en sorte qu'il y a des langues qui disparaissaient et les cultures qui étaient liées par ailleurs, quoi. Donc, honnêtement, une externalité positive de l'AI et de la Gen AI telle qu'on la connaît là, ça va être certainement le fait que c'est une chose parmi d'autres, que les langues les moins utilisées vont pas disparaître, et qu'on va se nourrir de plein de cultures qui vont subsister dans les prochaines années.